ouvrir. Donc, je vais laisser la parole à Filippo Della Noce, donc, qui coordonne ce cycle de conférences. Je vais le laisser présenter un petit peu le cycle de conférences, le RRA, et ensuite je ferai une petite introduction. Je sais qu'en général, quand on attend la conférence, voilà, je sais on est souvent pressé que celui qui introduit abrège. Donc, je vous rassure, je serai brève, mais je vais quand même introduire et présenter Bruno Chawat après donc Filippo Della Noce. Donc, Filippo, à toi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à notre conférence et bonjour aussi à notre invité Bruno Chawat. Celle de ce soir sera sûrement la dernière conférence de ce cycle que nous avons organisé cette année. Nous avons eu comme la dernière fois Thomas Vital et William Bill qui nous ont parlé de le racisme anti-rome et l'antiziganisme en France. Vous trouverez sur la chaîne YouTube du RRA l'enregistrement de cette conférence, ainsi que les enregistrements de toutes les conférences passées. Donc, je vous invite vraiment à aller sur YouTube. Il suffit de taper RRA et vous trouverez vraiment tous les enregistrements, aussi peut-être de les partager. J'annonce aussi que nous aurons très prochainement un site internet du RRA, donc vraiment avec le but de pouvoir renforcer ce réseau de recherche sur le racisme et sur l'antisémitisme qui regroupe déjà plusieurs universités en France et aussi à l'étranger, et donc de pouvoir vraiment attirer des chercheurs, comment dire, tous les protagonistes dans la culture, dans l'université, dans la recherche, qui s'occupent des questions liées au racisme, au antisémitisme. Je vous invite aussi toujours à contrôler notre page Facebook sur laquelle vous trouvez toutes les nouveautés, toutes nos activités. Nous avons lancé pour cette année, pour la première fois, je crois, un prix de thèse consacré à Jeanne Hersch, qui donc va récompenser vraiment une thèse de recherche de doctorat et qui sera récompensée avec une publication. Donc, la thèse sera publiée. Quoi d'autre encore? Le RRA est, comme je vous disais tout à l'heure, donc un réseau de recherche consacré aux recherches sur le racisme et sur l'antisémitisme. Il y a plusieurs universités françaises qui participent, des chercheurs de différentes provenances. Nous avons en ce moment 6 axes de recherche qui interrogent donc les thématiques liées à ces sujets à partir de plusieurs points de vue et selon une approche transdisciplinaire, interdisciplinaire et donc pluraliste. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Céline? C'est parfait, Filippo, merci. Voilà. Merci à toi. On a l'immense plaisir de recevoir Bruno Chawat, qui est donc professeur de littérature française aux États-Unis depuis 25 ans et qui est directeur, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, du centre d'études, non, c'est fini, il était directeur du centre d'études sur la Shoah et les génocides à l'Université du Minnesota. Il est l'auteur de 4 livres publiés en France et en Angleterre et des articles qu'il publie dans des revues francophones et anglophones. Alors, ses objets de recherche portent sur la littérature contemporaine, la French Theory et le nouvel antisémitisme, ainsi que sur la pensée de la littérature française et sa rencontre avec la gnose, comme il dit. Alors, je vais faire une brève, je ne sais pas si c'est une introduction, je vais dire un chapeau. Ça sera l'occasion après de discuter avec lui. On aura, voilà, pendant 5 minutes, je vais un petit peu faire cette introduction et on aura ensuite 45 minutes d'intervention et ensuite libre discussion avec Bruno Chawat. On terminera vers 22h30. Voilà. Alors, pour reprendre ce que dit Carole Reynaud-Paligo, qui est historienne, les cultures ne sont pas figées. On ne peut pas les voir comme des entités séparées les unes des autres. La culture, au sens large, et il existe de multiples acceptions, c'est un ensemble complexe que sont le savoir, l'art, le droit, la morale, les coutumes, en somme des qualités acquises par un sujet en tant que membre d'une société ou d'un groupe social.
Donc la culture imprègne les activités humaines, elle les constitue, elle les édifie. Il y a une pluralité de cultures qui s'enrichissent les unes aux côtés des autres. On parle aujourd'hui, et je vais mettre les pieds dans le plat, on parle aujourd'hui d'appropriation culturelle, mais ce terme à l'origine désignait uniquement l'utilisation d'éléments d'une culture par les membres d'une autre culture. La première fois que j'ai entendu parler d'appropriation culturelle, au sens où on l'utilise, j'allais dire, la vulgate antiraciste actuelle, c'était lors d'un séminaire de notre association Pandora, où nous avions invité une jeune chanteuse et anthropologue qui nous parlait de ce qu'elle avait mis en place auprès de migrants de l'île de Léros. Elle avait mis en place une chorale et un travail artistique avec des enfants notamment. Elle en a fait un spectacle, Léros, un exil insulaire chez les Danais. Il s'agit, pour ne pas la nommer, Milena Kartovsky-Ayash. Et j'entends alors une collègue dire « Mais vous ne pensez pas que vous faites de l'appropriation culturelle ?» Et je n'ai rien dit parce que, pour tout vous dire, j'ai absolument rien compris à ce moment-là. Ça fait pourtant pas si longtemps, hein, c'était il y a 3 ans, mais je ne comprenais pas encore grand-chose. Et je me suis dit, mais finalement, en quoi est-ce de l'appropriation culturelle, d'autant que la manière dont le formulait la collègue ne permettait aucune discussion. Cela relevait pratiquement de l'accusation. Que dire alors? Comment, à partir de là, penser qu'on s'approprie la culture de l'autre, puisqu'il n'y a pas à proprement parler de séparation entre les individus vivant dans un monde massifié, ayant accès aux mêmes outils de communication? Ariane Mouchkine, que vous connaissez tous, je pense, je n'ai pas besoin de la présenter, disait « Les cultures ne sont la propriété de personne ». En effet, elles appartiennent à l'histoire de l'humanité. Elle dit encore que ce serait une régression intellectuelle, artistique, politique désastreuse qu'on nous interdise de nous approprier des éléments de la culture de l'autre. Elle dit encore, j'aime la citer, « Le théâtre a des portes et des fenêtres. Il dit le monde tout entier. » Et vous savez, je n'ai pas besoin de rappeler cet événement, effectivement, ce qui s'est passé pour elle et sa troupe lors de la représentation de Kanata. Inutile d'y revenir maintenant. Donc, avec certaines études dites postcoloniales, courants de pensée et d'études qui portent un regard critique sur le colonialisme et la supériorité présumée de l'Occident blanc, entre guillemets, ce terme acquiert une connotation négative et qui tend à s'importer dans les pays francophones. L'appropriation culturelle se réfère donc aujourd'hui à l'idée que l'utilisation d'éléments d'une culture par les membres d'une culture jugée, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets en ce moment, jugée dominante, serait intrinsèquement irrespectueuse et constituerait une forme d'oppression et de spoliation. Pourtant, on a créé des droits d'auteur pour protéger, bien entendu, les œuvres des artistes afin de ne pas tirer profit des artistes, des créateurs, quelle que soit leur couleur de peau. Mais aujourd'hui, on parle de profit moral par les pourfendeurs de la liberté d'expression et de création. Mais à qui appartient la culture? À qui appartient l'art, grand art? Ne risque-t-on pas de sacrifier l'art et la culture sur l'autel de la morale et du politiquement correct? Point d'interrogation. L'artiste qui incarne par sa création une certaine culture est un hyperacousique. En quête d'expérience, il s'inspire, s'informe, emprunte à tout ce qu'il voit et entend. Il se nourrit d'autres apports culturels et c'est ce qui compose une œuvre, ses emprunts culturels. C'est une richesse et non une faute. C'est ce qu'on nomme la liberté de création. On fait aujourd'hui de l'artiste blanc un coupable parce qu'il pratiquerait l'appropriation culturelle. Mais cela relève, il me semble, de revendications identitaires qui essentialisent les artistes, les rangent dans des catégories. En somme, on dit que les artistes blancs, entre guillemets, sont des dominants qui ont pris aux artistes racisés, forcément dominés selon la doxa postmoderne. On enferme les gens dans des cases et c'est plutôt, il me semble, inquiétant. Alors que là, c'est le brassage des cultures, leur emprunt mutuel. Il n'y a qu'à voir les surréalistes, que dirait-on aujourd'hui d'André Breton? Les surréalistes qui se sont intéressés à l'art amérindien, on leur reproche de s'être appropriés des objets, alors qu'ils ont établi des analogies entre ces objets et des objets surréalistes. Ils ont établi des affinités entre la pensée amérindienne et la pensée surréaliste. Ceci est contesté par les défenseurs des théories postmodernes ou postcoloniales. Mais les objets, quels qu'ils soient, et notamment ceux de certaines cultures, sont dotés de cette force d'interaction. Car ce n'est pas l'objet en soi qui importe,
mais les forces inconscientes des sujets qui se saisissent de certaines formes pour en faire autre chose. Nous créons en écho à ces résonances qui indiquent que nous ne sommes pas fermés sur nous-mêmes, mais en perpétuel dialogue intérieur avec tout ce qui n'est pas soi. C'est le propre de l'art, il me semble, d'avoir des antennes partout, pour paraphraser Freud, qui dit que le psychanalyste doit avoir des antennes partout. L'artiste aussi. C'est, dit Freud, un avant-coureur de la science. On peut, on doit tout lui autoriser. On l'encourage à s'approprier pour créer et pour transformer. Voilà, Bruno Chaouat, je vous laisse la parole. Merci infiniment, Céline. Merci aussi au Centre de recherche. Je suis très touché par votre invitation et merci à tous ceux qui sont là, des amis que je reconnais. Ça me touche également beaucoup. Alors, j'ai intitulé cette conférence « La musique par-delà racisme et antiracisme ». Je prends prétexte ici d'un incident survenu à l'Université du Nord Texas que je résume rapidement. Lors d'un colloque international de théoriciens de la musique en 2019 à Columbus, en Ohio, le professeur Philip Ewell de la City University of New York, qui assumait la session plénière, prit pour cible un théoricien de la musique juif viennois du nom de Heinrich Schenker, contemporain de Freud et mort comme lui avant la Seconde Guerre mondiale. Schenker, à en croire Ewell, aurait eu une influence délétère sur l'enseignement et les programmes supérieurs de musique en Amérique du Nord, car il aurait propagé, via ses disciples juifs émigrés, une théorie hiérarchique, blanche, entre guillemets, eurocentrique et raciste de l'analyse musicale. Parallèlement, la musique européenne, selon Ewell, porterait en elle le poison raciste et colonialiste. L'analyse schenkerienne n'aurait fait que souligner et promouvoir le racisme ontologique, qu'on appelle aujourd'hui systémique, de la musique européenne. Au cours de son adresse plénière, Ewell dénonçait l'ordre hiérarchique des notes comme une transposition de l'ordre hiérarchique des races dans l'Europe pré-hitlérienne. Cet ordre des notes porte le nom de tonalité fonctionnelle, à savoir un certain cadre syntaxique et phonologique prévisible, à l'intérieur duquel le compositeur invente librement. Phonologiquement, la fondation de la musique dite occidentale depuis quelques siècles, c'est la triade, par exemple, l'accord parfait des 3 notes do, mi, sol. Ewell ajoutait que si la tonalité fonctionnelle s'est répandue dans le monde et au-delà de l'Europe, c'est à cause du colonialisme et de l'hégémonie européenne. La musique occidentale serait ainsi une entreprise coloniale. Elle aurait harmonieusement contaminé les cultures et les peuples non blancs. Si la note dominante est supérieure à la sous-dominante, c'est parce que la race blanche est supérieure à la race noire et que la musique tonale blanche est ancrée dans une conception hiérarchique des sons et des accords. Ce mouvement de transposition, vous voyez, de l'esthétique dans la politique, a un précédent historique dans une tradition non pas antiraciste, mais bel et bien réactionnaire et antisémite. Cette tradition n'est autre que celle de l'Action française de Charles Maurras. En effet, pour Maurras, le style classique, c'est celui qui hiérarchise et qui est littéralement l'équivalent de l'ordre politique idéal. Pas de différence chez Maurras entre ordre esthétique et ordre politique. Cette littéralisation, on la retrouve donc chez Philip Ewell, qui politise l'art, ce qui n'est pas moins dangereux que d'esthétiser la politique. Interpréter l'ordre musical classique comme un ordre politique réactionnaire fait obstacle à la désintrication de l'esthétique et de la politique, et qu'on le veuille ou non, fait de l'antiracisme décolonial un discours constitué en miroir des hiérarchies racistes du XXe siècle. Pour le dire autrement, si pour Maurras, le style classique reflétait l'ordre politique idéal, c'est-à-dire hiérarchique, pour Ewell, le style classique reflète l'ordre politique contre-idéal, c'est-à-dire blanc. Dans les 2 cas, l'esthétique est rabattue sur la politique, et dans les 2 cas, le style se trouve mis au service de l'idéologie. Pour Ewell et les musicologues antiracistes, on le verra, cette idéologie sera décoloniale, c'est-à-dire anti-européenne ou anti-blanche. On reste dans une vision raciale et réactionnaire de l'art. En outre, Ewell n'évite pas certaines ambiguïtés antisémites quand il nazifie le juif Schenker et ses disciples émigrés juifs et quand il glorifie le rap qui est loin d'être immunisé contre l'antisémitisme et toutes sortes de discours d'exclusion. Une récente étude allemande suggère d'ailleurs que le rap promeut les théories du complot, une vision manichéenne du monde, le sexisme et un antisémitisme antiraciste. Peu en dehors des spécialistes avaient entendu parler de Schenker.
Grâce aux accusations de Whewell, le théoricien viennois s'est retrouvé dans les pages du New York Times et du New Yorker. La revue d'études schenkerienne, à tirage ultra confidentiel, publiait un numéro spécial dont certains articles réfutaient les attaques contre Schenker par Whewell. Le directeur et fondateur de la dite revue, Timothy Jackson, s'en est vu retirer la direction par son université pour cause de racisme. Il avait en effet pris le parti du juif Schenker contre l'antiraciste Whewell, qui s'identifie comme afro-américain. En prenant donc la défense de Schenker dans son numéro spécial, Jackson remettait en question les compétences historiques de Whewell et il ironisait sur son apologie du hip-hop comme prévention au racisme. J'ignore ce qui, de la musique classique ou du rap, prémunit le mieux contre la haine raciale. L'une comme l'autre peut avoir des vertus cathartiques, mais certains raps, du fait surtout des paroles, comportent peut-être plus de risques d'effervescence mimétique. L'affaire est à présent entre les mains de la justice, car Jackson a porté plainte en diffamation contre son université. Je ne suis ni spécialiste de musique, ni de l'histoire du racisme aux États-Unis. Je ne prends pas la parole en tant qu'expert, mais en tant qu'humaniste observateur des débats contemporains dans l'université, notamment autour des politiques identitaires, décoloniales et antiracistes. La musique tonale, c'est-à-dire ce qu'on appelle grosso modo la musique baroque puis classique depuis Bach, et son analyse, sont-elles racistes? Je ne m'attarderai pas sur l'argument spécieux qui consiste à chercher dans les écrits du très prolifique Schenker quelques phrases qui dénotent son eurocentrisme ou son suprémacisme culturel pour démontrer que sa méthode d'analyse elle-même est raciste. C'est un argument trop indigent pour être retenu. Il y a en effet dans l'histoire des sciences et des idées maintes théories solides provenant de savants à la politique douteuse pour qu'on puisse induire une corrélation convaincante de quelques rares saillies suspectes qui doivent en outre être replacées dans un contexte historique et géoculturel. Après tout, Adorno ne célébra-t-il pas un poète nazi avant d'émigrer? Cela ne saurait discréditer l'ensemble de la sociologie de Francfort. Historiens et théoriciens de l'analyse schenkerienne ont su tirer d'ailleurs un immense profit de l'affaire Schenker pour produire un travail philologique de premier plan à partir des textes de Schenker et du contexte de l'entre-deux-guerres, notamment sur le patriotisme juif allemand, la marginalisation progressive des juifs dans les cercles culturels et leur tentative tragique de sauver la culture allemande du nazisme. Tous ces travaux sont en cours de publication et seule une totale mauvaise foi ou un aveuglement volontaire pourrait encore soutenir que le juif Schenker était un suprémaciste blanc pro-nazi. Que le système de la tonalité en musique soit d'origine européenne, cela ne fait guère de doute, de même d'ailleurs que la logique aristotélicienne est grecque et la grammaire du français est française. Nous sommes là dans des remarques tautologiques. Si l'Europe est coloniale et raciste, est-ce que toutes ces productions culturelles le sont également? Des pans de la culture peuvent-ils échapper à la contamination idéologique et politique, ou bien sommes-nous condamnés à une analyse marxiste ou bourdieusienne de la culture? On dit souvent que la musique de Bach doit beaucoup au christianisme. On pourrait aussi bien, avec Émile Cioran, renverser la proposition et dire que c'est Dieu qui doit tout à Bach. Voilà une proposition paradoxale et éminemment comique sur laquelle on pourrait méditer avec profit. L'idéologie infuse-t-elle toujours l'art, ou l'art au contraire, et plus particulièrement la musique, est-il toujours une forme de critique de l'idéologie? Que Cioran, qui détestait Dieu, put adorer Bach, cela signifie aussi que Bach ne peut être réduit au régime idéologique de son temps, régime dont il a su dépasser le cadre étriqué en inventant une forme universelle. Si l'Europe fut coloniale pendant quelques siècles, faut-il en déduire que sa musique développée au cours de cette période le fut aussi? Si on veut changer d'époque et de civilisation, de ce que la musique soufie se développe pendant l'Empire islamique, doit-on inférer qu'il s'agit d'une musique structurellement impérialiste? Une autre question me semble pertinente dans ce contexte. Qu'en est-il de la notation et de la transcription? La musique classique est une musique écrite, notée, normée par une grammaire depuis les débuts de la modernité européenne. Elle relève donc de l'écriture par opposition à une performance spontanée. La musique classique a en effet ceci de particulier que s'y confondent écriture et composition. Composer, c'est écrire, c'est donc figer, fixer, aliéner les sons sur des feuillets, donner à analyser, à disséquer en unités sonores, comme on analyse un texte. Pas d'analyse musicale sans notation, sans transcription. L'analytique musicale est donc inconcevable sans l'introduction de la notation à l'aube de la modernité européenne. Eh bien, tout cela me rappelle la grande question de Jacques Derrida, à savoir la primauté de la voix ou de la performance spontanée sur la transcription,
et le fameux procès de l'écriture comme processus de déperdition et d'éloignement de l'origine et de la présence. En l'occurrence, la transcription et son commentaire diagrammatique, par exemple l'analyse schenkerienne, serait oppression d'une forme originelle spontanée. Il faudrait la supprimer des programmes de théorie de la musique, car elle est trop contraignante et surtout oppressive. La critique décoloniale ou antiraciste de la musique a donc des résonances avec ce que j'appellerais un certain imaginaire de la présence et de l'origine, de l'immédiateté, et elle pose la possibilité d'une expression pré-grammaticale ou pré-syntaxique. Au-delà donc d'une condamnation de la théorie schenkerienne, je suggère de voir dans la déconstruction du cadre racial blanc un imaginaire de l'origine et de l'oralité, de l'immédiateté phonologique pré-syntaxique. Premier point donc, la critique de Schenker par les musicologues décoloniaux, et j'utilise décolonial et antiraciste de manière interchangeable ici pour simplifier, s'inscrit dans une certaine métaphysique souverainement déconstruite par Derrida depuis longtemps. Une nuance importante s'impose tout de même. Le système de notation européen opère réellement une réduction et ne peut pas tenir compte des mélismes, ces microtons qu'on rencontre dans les musiques extra-européennes. En sorte que l'analyse musicale fondée sur la notation classique a du mal à prendre en compte les musiques extra-européennes, la cantillation, je pense à la lecture de la Torah par exemple. Bref, la notation est compression et donc réduction ou même exclusion de ce qui n'est pas notable. Vous voyez que les choses seraient trop simples si on ne devait pas aussi admettre que l'analyse schenkerienne est elle-même fondée sur de nombreux présupposés métaphysiques, dont le principal est celui de l'absolu musical romantique. Cette critique du dogmatisme de Schenker avait été formulée d'ailleurs dès les années 60. En effet, l'analyse schenkerienne recherche la structure fondamentale qu'il appelait Ursatz, qui témoignerait de la supériorité de la musique tonale européenne. Quant à la ligne fondamentale qu'il appelait Urlinie, elle serait la résonance mélodique de la structure fondamentale. La démarche de Schenker est donc métaphysique, car elle est anagogique. Il s'agit en effet de remonter à partir d'une analyse de l'œuvre à une structure fondamentale qui atteste la puissance irréductible de cette œuvre, voire sa nécessité absolue. La démarche est non seulement descriptive, elle est aussi normative. La norme, voire le dogme, serait la rencontre entre une structure fondamentale et une ligne mélodique. Sans cette synthèse, l'œuvre demeurerait inaccomplie. Il n'y aurait donc accomplissement que selon cette structure, cette grammaire compositionnelle. Ainsi, même si certains de ses disciples sont parvenus à appliquer la méthode d'analyse de Schenker à la musique post-tonale, voire aux musiques extra-européennes, Schenker lui-même la détestait, la musique post-tonale, car il tenait la tonalité pour l'accomplissement du destin de la musique, et donc la musique européenne comme sommet de l'art. Deux imaginaires semblent ici s'opposer. D'une part, une musique pure, absolue, notée, analysable, et donc d'une certaine manière fixée une fois pour toutes, disséquable en éléments dont la synthèse produira une œuvre accomplie, un peu comme en peinture, le dissegno était le concept de l'œuvre empirique qui serait situé dans une antériorité idéale. D'autre part, une musique spontanée et originelle, première, comme on parle des arts premiers, qui serait délivrée de toute forme de notation, transcription, et donc de toute forme de hiérarchisation. On parle ainsi à l'université d'Oxford du racisme de la notation musicale et de sa possible abolition. La notation musicale exclurait les peuples premiers ou colonisés, de même du reste que toute forme de grammaire, de normes dans la langue, serait une forme d'élitisme raciste. La rumeur de l'abolition de la notation à Oxford a été démentie, mais Oxford ne parle pas moins de, je cite, décoloniser son programme de musique en remplaçant Schubert, par exemple, par des musiques du monde ou de la pop. Par ailleurs, rap et hip-hop sont souvent cités en exemple comme révolte contre l'oppression coloniale européenne blanche. Ces musiques populaires seraient expression pure d'une subjectivité opprimée, un cri, un appel, une revendication politique d'égalité et de justice. Une musique égalitaire, indiscriminée, non discriminante, affranchie de la blancheur coloniale européenne. La parole, et Derrida disait la voix comme pur phénomène sans médiation. Ici, peut-être faudrait dire le rythme, par exemple du hip-hop ou des musiques extra-européennes, serait au fond la meilleure expression de l'antiracisme. Le racisme, au contraire, se cacherait dans la médiation, dans la notation, dans l'oubli de la présence pure du phénomène sonore. Ce serait donc l'Europe, comme civilisation de l'écriture et de la colonisation, l'Europe de la hiérarchisation des races, des discriminations, des hommes et des goûts. Je crois que c'est l'un des enjeux de ce débat.
deux conceptions adverses de la pureté s'y affrontent. Le point aveugle de la musicologie décoloniale, c'est de ne pas voir qu'elle poursuit non moins que Schenker une forme de pureté, non plus de l'européanité ou de l'occidentalité musicale, bien sûr, mais une pureté de l'expression immédiate, un certain type d'expression de la révolte qui ne passerait pas par des médiations, comme si du reste la pop ou le rap étaient émancipés des médiations du marché, de l'industrie du divertissement et de la consommation frénétique. Nous devons donc distinguer d'une part une pureté eurocentrée, fondée sur la notation et l'analyse normative, et d'autre part une pureté antiraciste et décoloniale, fondée sur la rupture de la norme et une certaine spontanéité performative. Pour les théoriciens antiracistes, toute notation ou transcription, toute organisation hiérarchique serait déjà oppression de cette expression, de l'appel antiraciste des peuples premiers ou des minorités identifiées à ces peuples. Il y a là une sorte de rousseauisme du mouvement décolonial. Avec Schenker, la science musicale parfaite est fondée sur le mythe romantique d'une musique absolue. C'est le mythe du génie. En regard, avec la musicologie décoloniale, la musique pourrait s'émanciper du dispositif grammatical de la notation et de la hiérarchie des sons. Musique égalitaire où chaque son en vaut un autre, en deçà de toute différence. Eh bien, je pense que ces deux approches relèvent de deux imaginaires de la musique et bien au-delà, deux imaginaires du langage et de la culture qui ne sont opposés qu'en apparence, car les deux approches hypostasient une certaine forme de pureté, d'origine ou d'accomplissement. L'une passe par l'analyse, la grammaticalité, l'organicité et la norme, l'autre par la voix, la performance spontanée, en deçà de toute notation et de toute grammaire. Nous sommes donc en présence d'un faux débat. Deuxième partie, qu'est-ce donc qui caractérise la critique élaborée par les musicologues antiracistes? Ce qu'il faut bien appeler une décolonisation des esprits et des corps. Decolonizing the mind, telle est la formule utilisée par le musicologue Burke Stanton dans un récent article sur l'eurocentrisme dans l'enseignement de la musique. Stanton parle aussi de décolonisation épistémique, c'est-à-dire d'une libération des modalités de construction du savoir. Je signale que le colonialisme épistémique est un concept de plus en plus convoqué dans les decolonial studies. C'est une notion qui impliquerait qu'il existe plusieurs sciences, plusieurs modalités d'interprétation, non seulement des sociétés, ce qui est une évidence, mais aussi de la nature, c'est-à-dire plusieurs biologies, plusieurs physiques, plusieurs mathématiques, ce qui est un peu moins évident. L'épistémologie décoloniale propose donc une fragmentation de la science en autant de communautés, de peuples, de nations, de cultures. La science occidentale constitue une modalité épistémique parmi d'autres, qui s'est imposée par le glaive et la conquête dès la Renaissance, puis la méthode cartésienne, et puis ce qu'on appelle la méthode scientifique. Mais aurait pu s'imposer tout aussi bien des sciences indigènes, magiques, ésotériques, prérationnelles, etc. À quoi ressemblerait cette libération du colonialisme épistémique? Eh bien, tout d'abord, il faut se défaire du vieil homme, pour parler comme saint Paul, c'est-à-dire de l'homme blanc, et accéder à l'homme nouveau. À cet égard, on lira le dernier essai de Pascal Bruckner sur le bouc émissaire blanc. J'avancerai donc ceci. Le débat ou le faux débat sur Schenker est incompréhensible en dehors de ce qu'on appelle aux États-Unis et peut-être même en Europe aujourd'hui la décolonisation du savoir. Le D devant colonial signifie qu'il serait possible d'établir un savoir sans colonialisme, c'est-à-dire sans oppression, sans relation de pouvoir, sans hiérarchie. Une telle modalité de la connaissance est-elle concevable? Ou au contraire, la colonialité est-elle originaire, impossible à contourner, toujours déjà là par son investissement du vivant, par le pouvoir, ce que Agamben ou Foucault ont appelé biopolitique? Si l'on suit Derrida, le colonialisme historique serait une modalité ontique d'une colonialité ontologique. Pour le dire sans jargon ou avec moins de jargon, le colonialisme serait une manifestation empirico-historique d'une colonialité transcendantale ou a priori. Pour prendre un exemple, l'Algérie fut colonisée par la France, mais en réalité, nous sommes tous toujours déjà, d'une certaine façon, colonisés et colonisants, colonisateurs. Au passage, l'exemple de l'Algérie n'est pas sans pertinence, puisque les Arabes ont colonisé entre d'autres ethnies et civilisations, les Berbères, etc. Ce qui pourrait accréditer l'idée derridienne que la colonialité est originaire, et d'une certaine façon, elle remonte à la nuit des temps.
Ainsi, l'idée de décoloniser les esprits suppose que des esprits puissent être purs de toute forme de colonialité, que nos esprits et nos corps puissent être acoloniaux ou antécoloniaux. Nous sommes donc en présence d'une pensée de l'immunité et de la pureté. Et pour revenir à la musique, le musicologue décolonial Stanton, que j'ai déjà cité, veut promouvoir ce qu'il nomme decolonial musicking, formule intraduisible qu'on pourrait essayer de rendre par musicalisation décoloniale, avec l'idée d'une praxis militante qu'on entend dans le gérondif musicking. C'est le monde lui-même que la pensée décoloniale, ici via la praxis du musicking, aspire à transformer. Je cite Stanton, « La musicalisation décoloniale peut briser les murs entre théorie et pratique, recherche et enseignement, étudiants et enseignants, oppresseurs et opprimés, esprit et corps, tandis que nous dansons, chantons, jouons et philosophons sur les frontières, tous ensemble, en pensant et créant de nouveaux mondes. » Fin de citation. On voit ici l'horizon utopique, voire millénariste de la pensée décoloniale, et surtout, dans ce cas de figure, sa tonalité sentimentale et mièvre. La dédifférenciation entre étudiants et professeurs, opprimés et oppresseurs, esprit et corps, toute forme de division hiérarchique doit tomber dès lors qu'on accepte de reconnaître le message décolonial, comme Paul sut reconnaître le Christ sur le chemin de Damas. La solution à l'aliénation serait donc une libération par une musique de contestation sociale. Ainsi, des professeurs sont invités à participer à des ateliers de rap, je cite le même article. Ces professeurs apprennent que l'art du rap ne se limite pas à faire rimer des mots et que la pratique suppose le contrôle du souffle, des compétences d'organisation, du rythme, la capacité d'articuler sa voix et de communiquer des messages qui reflètent une expérience et une condition sociale. Fin de citation. La musicalisation décoloniale, c'est donc quelque chose, une pratique au service d'une transformation de la société. À noter que si la forme ou la technique ne sont pas exclues, articulation de la voix, rythme, contrôle du souffle, elles sont au service du message, d'autant que contrairement à la musique classique, le rythme du rap est chevillé aux mots et que rythme et paroles sont codépendants. Au contraire, la musique classique est souvent non-verbale. Nous sommes donc en présence au mieux d'un art engagé, à la Sartre, et au pire d'un nouveau jdanovisme, c'est-à-dire un art, une musique ou une littérature du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui s'opposerait à un art ennemi du peuple. Le combat révolutionnaire doit utiliser les moyens de l'art pour libérer l'humanité de l'oppression. On peut ainsi lire des déclarations comme celle-ci, je cite, « La palette complète des voix humaines décoloniales devient un impératif non seulement pour une dynamique de libération à l'intérieur de la musicologie et de l'éducation musicale, mais aussi pour décoloniser et libérer la société elle-même. » Fin de citation. On est ici assez proche des mouvements comme Black Lives Matter, c'est-à-dire de révoltes urbaines avec des zones égalitaires improvisées au cœur des villes, dites zones autonomes. La musicalisation décoloniale procède donc de formes de communautés spontanées qui aspirent à défaire la colonialité au moyen d'une praxis du son, du rythme, des intensités. Que nous soyons bien dans un paradigme millénariste, en témoigne cet extrait d'un article publié par la musicologue très célèbre d'ailleurs, qui s'appelle Tamara Levitz de l'Université de Californie à Los Angeles, dans la revue Current Musicology. Je cite, c'est ma traduction, elle est extrêmement maladroite, mais l'original est encore plus. Alors, je vais essayer de traduire. Dans la 3e université, les professeurs parlent de rematriation, pas repatriation, mais rematriation, écrit-elle, de la terre. Ils parlent du dressage de chercheurs guerriers plutôt que de libération des étudiants, d'action directe sur les systèmes financiers plutôt que de leur simple critique. On y parle d'aider à accumuler le pouvoir du tiers-monde plutôt que de se contenter de désavouer le pouvoir des pays du Nord. La 3e université est faite de cyborgs qui ont la condition technologique d'être implantés dans l'assemblage de l'université et de là d'assembler des machines décoloniales. Ils développent des projets de transformation radicale depuis l'intérieur de structures existantes, créant une université décolonisante plutôt que décolonisée. Fin de citation. La première université, si je suis le texte donc de Tamara Levitz, serait celle du complexe militaro-industriel. La seconde université, celle de la critique, notamment l'école de Francfort, qui demeure, dit-elle, encore trop au service de la domination européenne. C'est pourquoi l'heure serait venue du 3e royaume ou du 3e âge.
La troisième université sera une machine à décoloniser, faite de guerriers décoloniaux. Ces guerriers seront des cyborgs, des sortes d'hommes-machines. Nous sommes là au carrefour des manifestes transhumanistes à la Dana Haraway, des études décoloniales et du démantèlement de l'hétéropatriarchie, puisqu'il faut aussi rematrier la Terre. Cette utopie du troisième royaume rappelle Joachim de Fior, âge du Père, âge du Fils, âge du Saint-Esprit, et inscrit les études décoloniales dans une tradition gnostique et millénariste, guerrière, d'instauration d'un dernier royaume, celui de la justice sociale et raciale, de la réparation de toutes les expropriations de l'histoire. Pour conclure, c'est ma troisième partie, je vais tenter de nous transporter par-delà racisme et antiracisme. Tout d'abord, je me tournerai vers la réflexion de Mark Whale, un musicologue canadien, sur la musique à l'âge de la social justice, justice sociale. Sa réflexion répond de manière dialectique aux approches métaphysiques et dogmatiques de la chose musicale. L'argument contre la musique classique dans l'enseignement supérieur ou même secondaire est désormais connu. Je le résume encore une fois. La musique classique est classiste et raciste. Enseigner Beethoven à Harlem serait une insulte, une violence symbolique. La musique classique est née dans une société inégalitaire, discriminatoire, l'Europe de la montée du capitalisme et du colonialisme. Il n'est pas jusqu'à l'agencement des sons et des harmonies qui ne reflètent les inégalités de cette société. Impossible donc d'entendre la musique classique en dehors de ce contexte, puisqu'elle en est un simple miroir. Toute symphonie ou tout quatuor constitue un dispositif d'oppression et de discrimination, voire de propagande. Au minimum, une consolidation hypocrite du statu quo normatif. C'est cet argument que Mark Whale bat en brèche en introduisant la notion de réalité dialectique. La réalité dialectique pour Whale, c'est ce qui permet de surmonter dans l'écoute d'une œuvre ce qu'il nomme l'association idéologique. Nous faisons tous en effet des associations quand nous écoutons une œuvre, soit avec notre existence personnelle, Bach me rappelle mon enfance, si j'étais chrétien, je pourrais l'associer à des concerts d'église par exemple, soit avec un contexte politique ou historique. La Passion selon saint Jean est antisémite, on l'associe à l'histoire de la propagande anti-judaïque chrétienne. Association sociologique aussi à la manière de Bourdieu. Beethoven, c'est de la musique pour salle de symphonie, musique des masses bourgeoises de l'époque, donc snobisme de classe, le goût serait socialement déterminé. Autre association, Bach est un produit de son temps, de la montée de la bourgeoisie. Sa musique, dans sa structure même, reflèterait les tensions et les luttes sociales et politiques de son époque. Rien chez Bach, disait déjà la célèbre musicologue féministe Susan McClary dans les années 80, qui relève de quelque transcendance que ce soit, de quelque ordre supérieur. Bach aurait bien plutôt contribué à renforcer l'ordre théologico-politique. Ça, c'est McClary qui s'exprimait dans les années 80. En effet, rappelons avec Sioran que Dieu lui doit tout. McClary était un peu plus nuancé dans son jugement à l'époque, mais elle ne voyait pas moins dans les célébrations commémoratives de Bach une dépolitisation dangereuse. Elle appelait donc à une démystification du cantor de Leipzig et à le réinscrire dans un contexte idéologique. C'est le même geste que la musicologie antiraciste reprend 40 ans plus tard, quand elle dit que Beethoven est un compositeur passable qui a bénéficié de la structure sociale et du privilège blanc de son époque. Autre exemple plus intéressant car plus structurel, la résolution, c'est-à-dire la levée de l'inconfort que produit une dissonance en musique. La résolution signifierait le bannissement du dissensus. Elle témoignerait d'une idéologie de l'entre-soi consensuel, silenciant toute forme de contestation minoritaire. Bref, la résolution harmonique sur la corde dominante reflèterait rien de moins que le système de domination blanc hétéronormatif qu'on appelle aujourd'hui racisme systémique et qui est une sorte de colonialisme sans colonie. À l'époque de McClary, on parlait plutôt d'ordre bourgeois, de domination de classe. Aujourd'hui, on parlera de cis-hétéronormativité, cis-hétéropatriarchie blanche, cadre racial blanc, etc. Mais tout cela, Whale, le musicologue Whale l'appelle association idéologique. Or, Whale propose un autre régime d'écoute qu'il nomme attentive et critique. Selon cet autre régime, écouter devient un processus de reconcentration sur la musique plutôt que sur les associations. C'est ainsi qu'il devient possible d'entendre dans un accord tonique final un point d'interrogation, un doute critique, un suspens. Il y aurait, selon Whale, en cela proche peut-être de Barthes, dans toute grande œuvre musicale ou littéraire, un horizon autocritique qu'on pourrait appeler ironique et contre-dogmatique.
C'est donc la tension, la contradiction dialectique qui atteste la force de durée d'une œuvre musicale ou même plus largement poétique ou littéraire. Et on pourrait s'exercer à indiquer des exemples dans d'autres arts et même dans le domaine des idées ou de la philosophie, de cette tension, de cette ironie contre-dogmatique qui vient défier les tentatives de lecture antiracistes et décoloniales. Les exemples sont légion, à commencer par la suspension du signifié dans la fiction littéraire, la possibilité de lecture contradictoire. Montaigne se lit en contrepoint, il dit une chose et son contraire, mais toute herméneutique se retrouve souvent suspendue à un point d'interrogation. Marcel a-t-il retrouvé le temps perdu? Le grand œuvre proustien est-il synthèse hegelienne des moments transitoires de l'expérience, ou au contraire ultime affirmation d'une impossibilité de toute synthèse? Lecture hegelienne de Proust ou deleuzienne. Mais il ne s'agit pas ici de me dérober en détournant le sujet sur la littérature. La musique, en effet, ne relève pas à proprement parler du sens. Le signe musical, la sémiosis de la musique, c'est le son. Celui-ci est d'une certaine manière muet. Le régime d'expression musicale, serait-ce dans les musiques les plus stridentes des Penderecki, Wagner, Varèse, serait-ce encore dans les tonnerres de Beethoven, et toujours le silence, puisque l'œuvre musicale ne dit littéralement rien. Certes, elle exprime, mais elle ne parle pas. On pourrait dire avec Jean-François Lyotard que toute musique est mutique. C'est sur ce point que la musicologie décoloniale achoppe, il me semble. Je ne parle pas ici évidemment de la musique lyrique avec livret, puisque la critique peut alors porter sur le texte, le récit, les tropes, etc. Mais je parle ici de la musique sans texte, sans mots, sans paroles. Ouvrons le beau livre de Vladimir Jankélévitch, La musique est l'ineffable. Je cite Jankélévitch, la musique ne signifie rien, sauf par convention ou association. Et l'on retrouve ici l'association dont parlait Mark Weil. Je continue la citation de Jankélévitch. La musique ne signifie rien et en même temps tout. On peut faire dire aux notes ce qu'on veut, leur donner tout pouvoir d'analogie. Elles ne peuvent protester. Fin de citation. On parle le plus souvent du langage musical, mais c'est par abus de langage, justement, par simple analogie, car la musique n'est pas un langage. Leonard Bernstein dit que le langage a une double vie. Il a une fonction de communication et une fonction esthétique. La musique, en revanche, dit-il, n'a qu'une fonction esthétique. C'est en cela qu'elle se distingue du langage. La fonction de communication peut être dite fonction signifiante, et c'est bien ce qui manque à la musique, qu'elle exprime, mais ne signifie pas. C'est cette faiblesse qui fait sa force. Si l'on pouvait faire une analogie, ce serait davantage avec la peinture abstraite qu'avec le langage quotidien, ou alors avec un langage qui a donné congé au monde, comme celui de Mallarmé, un langage au bord de l'ineffable. Bernstein ajoute que si la musique a un sens, ce sens est intrinsèquement musical, ce qui veut dire que la musique ne renvoie à rien d'extérieur à elle-même. Elle n'a pas de référent. Je ne sais pas ce dont parle la musique, ni ce qu'elle dit. La musique fait donc phrase, au sens de Lyotard, elle est phonée ou voix, sans logos. Certes, la musique connaît l'articulation, elle s'articule selon des règles de composition, mais son articulation est au service d'une voix inarticulée, plainte, plaisir, souffrance, on pourrait dire aussi humeur ou Stimmung. Au service, pour le dire autrement, de rien. Et ce rien, comme disait Serge Gainsbourg bien après Heidegger, c'est déjà beaucoup. La musique agit sur le système nerveux. Platon, en exhortant contre ces dangers, disait je cite Platon, qu'elle pénètre au centre de l'âme et en prend possession de la manière la plus énergique. Par l'ouïe, en effet, la musique pénètre en nous, mais ce viol n'a rien à voir avec la violence de l'idéologie. Il se situe au niveau somatique, viscéral. La musique œuvre au niveau de ce que Julia Kristeva nommait le sémiotique. Si c'est une langue, elle se compose de stimuli présymboliques. La musique ne dénote ni ne connote, elle organise les notes, mais l'organisation n'atteint jamais le symbolique. Ou plutôt, elle constitue un système symbolique non verbal et non sémantique. Elle a beau, en effet, dans son régime classique, s'efforcer d'établir un ordre symbolique, il repose, on l'a vu, sur la triade et la tonalité, elle est toujours excédée par la désorganisation sémiotique, qu'on peut aussi appeler l'affect. D'où la petite phrase, 2 ou 3 mesures, le punctum de la musique, ce qui vous empoigne, comme Odette et Swann possédés par la phrase de Vinteuil. On peut aussi parler de grâce. S'effondre, se déstructure alors l'architecture classique ou romantique, et c'est l'appel élégiaque, le lamento, le mal du pays ou la mélancolie comme maladie de la perte. C'est ainsi que quelques notes entêtantes ne vous lâchent plus. Songez au dernier mouvement de la petite sonate de Haydn, à la mélodie hongroise de Schubert. Qu'importe alors le tout, qu'importe qu'il y ait un tout. Quelques notes, un rien, suffisent à ébranler toute certitude,
à semer le doute, le trouble, ou au contraire soudain, l'impression que rien n'importe plus que ces notes, abstraites de tout contexte idéologique ou architectonique. On peut noter un phénomène analogue dans la peinture, avec le détail. Je songe aux travaux classiques de Daniel Arras, pour qui la vision rapprochée subvertit l'idéologie esthétique. On a tous éprouvé, je crois, ces instants d'exaltation transitoire, éphémères, qu'on voudrait répéter comme le souvenir de la Madeleine. Un Schubert nous y aide, qui compulsivement répète ses motifs, mais la deuxième fois n'est déjà plus qu'un écho affaibli de la première. Parfois, comme chez Bach, cela ne fait que passer, c'est du pur passage. Ce passage-là n'est pas saisissable par l'idéologie de la totalité, qu'elle soit schenkerienne ou décoloniale, qu'elle soit musique absolue ou musique antiraciste. Le petit passage, la phrase silencieuse, la plainte, s'en joue, qui n'exprime rien de particulier que le pur exprimé. Mais alors, n'est-ce pas précisément ce passage ou ce presque rien, ce je ne sais quoi, qui enrage toute idéologie et tout dogmatisme, cette possession acoustique qui entrave l'interpellation idéologique, cela qui échappe à un certain type de langage, à cette langue fasciste qui, disait Barthes, consiste moins à interdire qu'à obliger à dire. La musique, elle, ne parlera pas, elle use de son droit au silence. Dans ses derniers écrits, Jean-François Lyotard se pencha sur la musique, l'enfance et le silence. Il prit prétexte d'une glose de 1984 de George Orwell pour mettre en garde contre de nouvelles formes de totalitarisme. L'idéologie totalitaire, qu'elle soit nazie ou communiste, pénètre au plus intime de la chair et s'efforce d'arraisonner l'affect, amour, plaisir et peine. Je souhaiterais conclure en mettant à mon tour en garde contre ces nouvelles idéologies qui s'insinuent sournoisement dans la relation intime que nous entretenons avec la beauté, sur laquelle, au bout du compte, elles n'ont pas prise. Si l'analyse schenkerienne a les limites qui sont celles de toute théorie, l'idéologie décoloniale cherche à corriger ce qui nous pointe et qui s'origine dans ce que Lyotard nommait l'enfance, ce manque ou cette misère d'exister que les totalitarismes de l'homme nouveau prétendent combler. Je vous remercie. Je ne vois rien. OK. Merci beaucoup. Voilà, j'ai pas dépassé. J'ai même été un peu plus court. Oui. Je me suis dit que par Zoom, c'est vraiment très fatigant, je trouve, d'entendre des longs discours. On aurait pu continuer à vous entendre. Merci en tout cas pour ce passionnant exposé. Nous allons ouvrir les débats puisque je pense que vous aviez souhaité que nous interagissions, même par Zoom. Donc, on va laisser la parole au public. Merci. Qui voudrait poser une question? Il y a un moyen pour poser des questions ou c'est juste la main levée? Oui, la main levée, je verrai s'activer l'icône. On a quelques musicologues qui sont là. Pascal Bruckner, vous voulez? Allez-y. Oui, si vous permettez. Bonjour Bruno. Bonjour Pascal. J'étais passionné par ton exposé très riche et où tu marques bien les influences, les origines et en même temps le côté, alors je le dis en tant que Français, que je juge moi complètement grotesque de ces théories musicales, assez consternantes et qu'on pourrait elle-même accuser de racisme, c'est-à-dire que notamment au début on a parlé de l'appropriation culturelle, mais si on songe aux grandes cantatrices afro-américaines de musique classique comme Jessie Norman ou Barbara Hendricks, expliquer que la musique classique est raciste et blanche, c'est donc priver un certain nombre de personnes, soit de minorités aux États-Unis, soit dans le reste du monde, des trésors de cette musique, de la même façon que nous ne devrions pas avoir le droit d'écouter de la musique orientale ou de la musique indienne ou de la musique chinoise, et que les interactions entre tous ces univers devraient être interdites, puisqu'au fond, ce qui est intéressant dans la théorie dite décoloniale ou dite antiraciste, parce que pour moi cet antiracisme n'est jamais qu'un néo-racisme rhabillé différemment, c'est l'espèce de solitude métaphysique où elle plonge
chaque être humain, puisque nous sommes assignés à notre couleur de peau et à notre culture, il nous est donc impossible de jouir d'une musique extra-occidentale de la même façon que les peuples non occidentaux ne devraient pas pouvoir écouter Bach, Beethoven ou Schubert sans être immédiatement accablés par le caractère hiérarchique que tu as très bien rappelé. Et donc, outre le côté un peu ridicule de la chose, on voit bien que dans ces études de musicologie aux États-Unis, on retrouve quelque chose que tu as évoqué, c'est un peu les Khmers rouges. C'est les Khmers rouges qui interdisaient l'enseignement de la littérature, le côté, tout ce qui était à la fois scientifique et participait à la culture devait être banni. Et là, sous couleur d'antiracisme, décolonialisme, on a affaire à des théories délirantes qui rappellent Janov, tu l'as toi-même évoqué, mais aussi ce qu'il y a eu de pire dans la révolution culturelle chinoise, et tout ça naturellement au nom des meilleures intentions. Et je trouve que j'espère que ce texte que tu as lu va être publié en anglais et je crois en français qu'il l'a été, mais c'est très intéressant que tu aies mis le doigt sur ce problème musical parce que par ailleurs, tu l'as dit aussi, les mathématiques sont considérées comme racistes, la physique également. Quant à la biologie, on sait bien qu'elle n'existe plus. Alors, j'ai trouvé des textes effectivement sur les sciences dures, mais je ne suis pas sûr que cette idéologie ou théorie décoloniale influence beaucoup déjà les sciences dures. On trouve surtout ces textes-là dans les revues de sciences sociales, à savoir que les mathématiques peuvent être oppressives, etc. Je n'ai pas encore trouvé chez les scientifiques eux-mêmes ce genre de texte. Mais ce que tu as dit, enfin, je ne sais pas si je peux répondre maintenant ou si on prend plusieurs questions. Céline, qu'est-ce que vous préférez? Non, non, vous pouvez, allez-y, répondez. Oui, oui, tout à fait. Non, mais merci d'abord beaucoup, Pascal, d'être venu et puis pour tes remarques. Et je pense que ce qui me frappe le plus que tu disais, tu parlais de l'enfermement dans la peau. C'est ce qui m'inquiète le plus, en fait, dans ces nouvelles théories et dans le nouveau mouvement, dans le tournant, disons, néo-antiraciste, c'est cet enfermement. Je suis depuis très longtemps influencé, même habité par un texte magnifique de Emmanuel Lévinas des années 1930, c'est-à-dire de la montée du nazisme, qui s'appelle Philosophie de l'hitlérisme. Et là-dedans, Lévinas dénonce un phénomène absolument horrible qui est sans précédent dans l'histoire, dit-il, de la spiritualité, de la religion et de la philosophie occidentale, et au-delà même de la philosophie occidentale, et c'est le fait d'être rivé à ce qu'on est sans pouvoir en sortir, sans pouvoir, ce qu'il appelait un an ou deux avant, je crois, sans pouvoir s'évader. Et j'ai un peu l'impression de quelque chose comme ça avec ce nouveau. Je ne veux pas faire de réduction à l'Hitlerum ridicule. Je ne suis pas en train de dire que ce mouvement décolonial est nazi ou quoi que ce soit. Mais je pense que dans son insistance assez malsaine sur cet enfermement dans une identité de couleur, en l'occurrence, il y a quelque chose qui me rappelle vraiment cet être rivé lévinassien contre quoi tout l'existentialisme est bien au-delà. Je veux dire, depuis Platon, toute la philosophie a travaillé à se défaire justement de cet enfermement. Donc c'est un peu là-dessus d'ailleurs que j'aimerais peut-être écrire, si je continuais ce travail. Peut-être que j'écrirais quelque chose sur ce texte de Lévinas et sur ces nouveaux mouvements. Merci Pascal. Il y a une question, je crois, de Martine Cohen. Oui. Oui, bonsoir, merci de votre accueil. D'abord, je m'excuse parce que j'étais sur une autre réunion Zoom et je suis arrivée en retard à votre exposé, donc je n'ai entendu que les 10 dernières minutes ou plus. Voilà, donc je vais poser une question que vous avez peut-être déjà abordée. Et ma question est celle-ci, quelle est l'importance de ces théories décoloniales en musique, en l'occurrence, du point de vue quantitatif déjà, d'une part, mais aussi et surtout peut-être de l'écho, de la réception qu'elles ont dans les milieux musicologiques et philosophiques. Est-ce qu'elles sont prises
sérieux par des universitaires nombreux ou importants? Voilà, c'est ma question. Alors, il y a certainement une différence entre les États-Unis et l'Europe de ce point de vue. On a ici un éminent théoricien de la musique qui est Nicolas Meus. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom, Nicolas. Mais ce qui m'a frappé dans l'affaire Schenker, ce qu'on appelle l'affaire Schenker, ou bien vous pouvez l'appeler Timothy Jackson, du nom de ce professeur de théorie musicale à l'Université du Nord Texas, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a été attaqué quand même par une pétition réunissant 900 théoriciens de la musique aux États-Unis et au-delà des États-Unis. Autrement dit, il semble en tout cas que au niveau officiel et public, une masse importante de spécialistes, d'experts de la théorie de la musique soutiennent Philip Ewell, c'est-à-dire une musicologie décoloniale, et soutiennent la condamnation de la musique classique, ou en tout cas de la domination de la musique classique contre Timothy Jackson et contre donc un théoricien de la musique comme Heinrich Schenker. Donc, je pense qu'il y a un écho. L'université d'Oxford, j'en parlais, je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai mentionné qu'à l'université d'Oxford, par exemple, on a un programme maintenant de décolonisation dans le département de musique ou de musicologie. Alors, je ne sais pas si c'est musicologie ou musique, il faudra vérifier. Donc, il y a effectivement, je crois que ça a un impact quand même. Je ne sais pas, après il faudrait demander peut-être à Nicolas Meus ou à des gens qui sont vraiment dans la théorie musicale, dans le chant, savoir si ça a véritablement un impact. Et voilà, je vois Nicolas qui lève la main. Allez-y. Oui, alors je voudrais quand même souligner que ces 900 signataires de la lettre contre Tim Jackson sont, à ma connaissance, pratiquement tous des membres de la Société américaine de théorie musicale. Il y a très peu de signataires étrangers, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait. Donc, c'est quand même un phénomène très américain, et j'ai l'impression que les Européens sont plutôt abasourdis. J'ai moi-même publié sur un petit blog que j'ai une lettre ouverte à la défense d'Heinrich Schenker, et j'ai eu des signatures, mais j'en ai eu beaucoup moins, je crois une cinquantaine de signatures, et qui viennent, elles, réellement du monde entier. Donc, à la différence de ces signatures américaines, et qui sont très nombreuses, mais on se demande, on a demandé si tout le monde avait été libre de signer ou de ne pas signer. Dans les universités américaines, c'est quand même pas si simple pour un étudiant de ne pas faire comme son professeur. Enfin bon, il y a eu, je n'en sais rien. Ceci dit, sur toute l'affaire, je pense qu'il y a, je vous ai entendu parler, j'ai entendu parler de ce qui avait été dit avant. On a beaucoup parlé d'œuvres, des œuvres musicales et de ce qu'il faut faire. Alors, il faut se rendre compte que c'est un point que vous avez soulevé, c'est la question de la notation. On sait bien que toutes les musiques du monde, ou beaucoup de musiques du monde, connaissent la notation, mais il y en a très peu qui sont écrites. Je voudrais continuer à travailler sur ce point. Je pense que le fait d'écrire la musique, par exemple, il y a beaucoup de cultures connaissent la notation, mais s'en servent plutôt pour des théories sur les échelles, sur les gammes, sur les modes, etc., et très peu pour écrire. Il n'y a aucune raison d'écrire de la musique de tradition orale. C'est en quelque sorte contradictoire dans les termes. Alors que la musique occidentale, et plus précisément la musique occidentale savante, elle a été écrite, elle est aussi produite avec différence, comme disait Derrida, donc elle est toujours différée. Nous écoutons Beethoven aujourd'hui, qui est mort il y a 200 ans. Donc, il y a toujours une distance dans notre musique, et cette distance oblige à plusieurs choses. Elle oblige d'abord à créer ce qu'on appelle des grandes œuvres. Une symphonie, c'est bien plus qu'une improvisation. Il y a des improvisations de jazz, il y a le fameux concert de, comment s'appelait-il,
le concert de Cologne. Keith Jarrett, oui. Keith Jarrett, voilà, qui a duré 1 heure. 1 heure sans interruption, c'est extraordinaire. C'est une durée formidable pour une musique de tradition orale, en l'occurrence, ou une musique improvisée, mais qui se nourrissait tout le temps d'une réaction immédiate du public. C'est-à-dire que Keith Jarrett pouvait se demander si ça satisfaisait ou non et adapter son jeu à cela. Alors que Beethoven, mort il y a 200 ans, il nous laisse des œuvres dont il ne peut pas garantir le succès aujourd'hui, et pour faire cela, il a dû y inscrire toutes sortes de choses, construire des grandes formes, construire des formes très, très structurées, et ces choses ont besoin de l'analyse, ce qui n'est pas le cas sans doute d'autres musiques. Alors, Philippe Huel, il dit qu'il faut recadrer la théorie et qu'il faut faire plutôt des théories d'autres musiques, mais il ne connaît aucune de ces musiques. Il connaît un peu le hip-hop et le rap, mais ça, c'est pas sérieux. Enfin, c'est faire la théorie musicale. On peut faire la théorie des poèmes de hip-hop ou de rap, peut-être, mais la théorie de la musique elle-même, donc séparée de ces textes, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il faut quand même se rendre compte que le cas de la musique occidentale, je ne sais pas si c'est légitime de l'appeler européenne, chaque fois qu'elle est critiquée, on dit la musique européenne, et pour le reste, tant qu'elle n'est pas critiquée, on dit la musique occidentale. Il faut quand même se rendre compte, et je crains un peu, je suis même assez âgé, et je crains d'être un peu suprématiste blanc, mais je pense que cette musique-là a un régime différent. Ce n'est pas un régime meilleur, ce n'est pas un régime qui s'impose à personne, mais c'est un régime différent. Et il faut, si on veut répondre à ces critiques, il faudra aussi qu'on prenne conscience et qu'on fasse prendre conscience de cette différence, de ce qu'il y a de particulier à la musique écrite. C'est plutôt qu'elle est écrite, c'est ça qui est important. Voilà, c'est quelques réflexions, je ne veux pas… Merci infiniment. Nous avons eu une discussion très enrichissante pour moi par email et je vous en suis très reconnaissant, Nicolas. Et effectivement, j'ai essayé de saisir cette critique à partir de Derrida que je trouve extrêmement utile dans ce débat, puisque c'est lui qui a quand même montré qu'il y avait une forme de ce qu'il appelait logocentrisme, dans l'idée de la possibilité d'une présence immédiate, et que la critique de la musique classique, je la soupçonne, je n'ai pas encore démontré, hein, ce sont juste quelques intuitions, mais je soupçonne cette critique de s'ancrer dans une sorte d'imaginaire de la présence, de l'origine, voire d'une communauté fusionnelle. D'une sorte de communauté fusionnelle, voire presque de la fête rousseauiste à la limite. Donc il y a quelque chose comme ça, me semble-t-il, qui se passe, et du coup, cette distance ou cette différence avec un A, tout à coup, elle est de nouveau considérée comme dangereuse, non plus par le logocentrisme européen ou platonicien, blanc entre guillemets, etc., mais par une autre forme peut-être de phonocentrisme, que serait la musicologie décoloniale. Voilà, donc je vous remercie. Musique aux États-Unis, dites-vous, Nicolas, et universitaire. Je regarde le chat rapidement. D'autres questions? Là, vous parlez effectivement des États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est en France? On a un mouvement qui est Décoloniser les arts, qui est mené, je crois, par Françoise Vergès et Loust Boulbina, je crois. Et du côté de la musique, où on en est, je ne sais pas, pour les musicologues qui sont là, français, Laetitia, est-ce que tu es au courant? Attends, t'entends pas là. Tu sais, ici, enfin, mieux que moi, il y a quand même plusieurs musicologues. Il y a Xavier qui est là, Xavier Hacher. Tu pourrais répondre peut-être, Xavier, parce que voilà, je pense que tu es mieux placé que moi pour répondre à cette question. Après, je pourrais dire 2 mots sur autre chose. Je sais pas, si tu veux. Hein. Il n'arrive pas. Oui, Céline, parce que moi, tu sais, enfin, moi, évidemment, cette année, je suis en délégation dans un laboratoire où il y a énormément de musicologues, évidemment. Oui. Je n'ai pas du tout écho de tout ça, si ce n'est par d'autres biais que la musique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idéologie
Il n'y a pas besoin d'être en musicologie pour sentir à l'université que cette idéologie est omniprésente et grimpe très rapidement. Alors, je dirais, même si ça n'attaque pas encore la musique, ça attaque en tout cas et la transmission et l'enseignement et de toute façon aussi un rapport au savoir et aux ouvrages et à la façon de travailler clairement, très clairement. Donc voilà, moi j'en ferai une affaire encore que la musique, quoi. Mais voilà, moi je vous écoutais, merci en tout cas pour tout ça. Je me disais quelle drôle de réduction, parce que la musique ne s'arrête évidemment pas à la musique tonale. La musique occidentale ne s'arrête pas à la musique tonale. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que tout le XXe siècle, et évidemment ça se poursuit, ça se prolonge, réfléchit beaucoup sur cette hiérarchisation. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est de voir que ce qui s'appelle différence, parce qu'un son n'équivaut pas à un autre, évidemment, et donc cette espèce de langage, entre guillemets, où évidemment la dimension de la discrétion existe, comme il y a des phonèmes dans la langue, il y a effectivement des notes dans la musique écrite. Je trouve que le XXe siècle a beaucoup réfléchi sur cette musique écrite, justement. Soit en attaquant l'écriture et en essayant de l'épuiser pour voir ce qui apparaissait dans un au-delà de l'écriture et qui faisait apparaître le son ou le silence, soit effectivement en réfléchissant sur l'en-deçà de la note. Donc vraiment, le débat est tellement large que ça vaudrait le coup quand même de l'attraper aussi en dehors de la musique tonale, je trouve. Voilà. Oui, tout à fait. Et alors, donc, je n'ai pas de familiarité avec les textes de Philip Ewell. S'il parle beaucoup de la musique tonale, qu'il considérerait peut-être, étant donné ce que j'ai pu lire de lui, comme une forme d'élitisme adornien, etc. Donc, comme quelque chose qui, au fond, irait dans la continuité même de cette espèce de suprématisme. Parce qu'au fond, la musique post-tonale est encore plus difficile d'accès. Elle est également extrêmement écrite, si je ne me trompe, voire très mathématique, non? Enfin, je ne sais pas si je me trompe là. Non, non. Et en tout cas, c'est pas assez loin d'être une musique, me semble-t-il, qui correspondrait aux attentes du décolonial. J'en doute. Il y a un chat qui dit, vous avez demandé, nous pourrions le diffuser en effet. Il y a Gunther, oui, qui demande s'il... Ah, Gunther. Ok, pardon, excusez-moi. Voilà, donc en ce qui concerne effectivement, oui, toutes les réflexions. Donc j'ai voulu embrasser dans la dernière partie de ma conférence quelque chose qui va au-delà du racisme, de l'antiracisme, au-delà de ces problèmes-là, puisque ce qui m'intéresse, effectivement, c'est l'affect. Et l'affect, l'esthésie, la sensation, là, on est quelque part ailleurs dans ce que j'ai appelé avec Christema le sémiotique, c'est quelque chose d'autre. Et ça, on peut l'avoir aussi bien avec des musiques extra-européennes, de manière tout à fait transhistorique, et on peut l'avoir avec du Stockhausen ou avec du Ligeti. On peut l'avoir évidemment avec une petite sonate de Haydn. Donc je pense que moi, ce qui me gêne le plus véritablement dans ces théories, c'est cette façon qu'elles ont de s'insinuer dans notre rapport intime avec la beauté, avec, je ne sais pas si le mot beauté n'est peut-être pas le mot qui convient, mais avec, oui, l'affect. Et ça, c'est ce qui me gêne le plus. Et Régine, je te vois lever une main. Oui, bonjour Bruno, quel plaisir de te voir et de t'entendre encore plus. Et bien justement, tu parles de l'affect et moi je vais oser une remarque. Je ne suis pas musicologue, j'aime la musique, mais je vais oser une remarque. Tu disais cette manière que de s'insinuer, tu terminais par la musique qui au fond ne parle pas, on ne peut pas la faire parler, elle nous parle à chacun, elle s'insinue en nous. Et je vois là, comme dans le racisme, s'il y a une attaque qui pour le moment n'est peut-être pas arrivée encore en France, mais les États-Unis exportant le pire de ce qu'ils ont, je suis sûr que ça va arriver. Je me demande si justement cet acharnement à s'attaquer à la musique et à essayer de la séparer et de la décoloniser n'est pas une réaction contre la peur de la fusion. Parce que justement, quand on écoute de la musique,
que ce soit du Bach, ta petite sonate de Haydn, je te la laisse, moi je préfère Schubert, mais aussi de la musique africaine. Moi, je me souviens d'un concert de musique sénégalaise de Malouf constantinois qui ne fait pas partie de mon folklore, où on était plusieurs, il y avait des Constantinois, évidemment, des Arabes et des Juifs, il y avait des Juifs ashkénazes comme moi, qui étaient transportés, en ne connaissant rien d'ailleurs. Et alors vraiment, je me demande s'il n'y a pas là une défense très violente contre le danger de fusion, justement, contre lequel les décoloniaux s'inscrivent. Parce que si on commence à fusionner dans l'affect, alors leur théorie... donc il faut qu'ils bétonnent ça de façon très savante. Alors tu as expliqué des tas de choses, mais moi je pense que de même que dans le racisme et la peur qu'on avait du juif, c'était aussi cette peur que le juif, il est difficile à reconnaître et que donc il est comme nous et qui s'insinue en nous. La musique, on sait que la musique passe les frontières et qu'on peut être sensible à telle ou telle musique, quelle que soit notre origine, et pas seulement la musique savante et Bach, etc., mais vraiment dans la mondialisation, qu'on peut écouter des musiques qui nous parlent. Et je pense que là, c'est une pierre que les décoloniaux veulent lever pour justement éviter cette peur. Ils ont une peur terrible de la fusion. Ils ont besoin de séparer, de classer, de séparer. Oui. Je pense qu'avec la musique peut résister et que donc ce besoin, enfin peut-être que je t'ai pas bien compris, mais moi c'est mes associations. Alors moi j'ai un rapport beaucoup plus intime, je dirais presque bourgeois à la musique, malheureusement, mais ce que tu dis est tout à fait vraiment très intéressant pour moi, parce que ça voudrait dire qu'on serait passé d'un modèle, disons, antiraciste qui serait plus mon modèle à moi, c'est-à-dire le modèle, disons, créole ou d'Édouard Glissant, par exemple, à un modèle qui serait une sorte de démétissage, précisément. Et là, il y a effectivement quelque chose de très intéressant. Du coup, est-ce que la musique ne représente pas une sorte de danger parce qu'elle métisse nécessairement, parce qu'elle créolise, parce que tu as parlé de différents folklores, c'est pas mon folklore, mais en même temps, je le reçois, je l'accueille, et il me touche, c'est-à-dire qu'il m'empoigne d'une certaine manière, et même il me transit, une sorte de comme ça d'être transi par la musique, et même c'est pour ça que Platon en avait peur, puisque c'était l'enthousiasme. Hein, donc la possession, le démon, etc. Donc le duende, hein, comme dirait Garcia Lorca. Donc il y a effectivement toute cette dimension comme ça de duende de la musique. Et ça, je pense, c'est extrêmement intéressant. Je n'y avais pas du tout pensé, hein, Régine. Donc je suis très content de ta remarque parce que ça va susciter de nouvelles réflexions pour moi. Un antiracisme post-créole, post-glissant, qui serait un retour, en fin de compte, très réactionnaire à des... voilà, et c'est pour ça que je parlais... Et à la limite, on peut même parler du génie des peuples. Il y a quelque chose un peu qui me rappelle un peu le romantisme du génie des peuples, à la limite, hein, là-dedans, presque de Herder, si vous voulez. Hein, donc, quelque chose qui fait qu'il y a une sorte d'esprit du peuple et que le peuple allemand a son propre génie, le peuple africain ou la communauté noire a son propre... etc. Donc, il y a quelque chose qui sépare. Et c'est là un peu qu'il y a une sorte de tâche aveugle et une ironie très perturbante, hein, du nouvel antiracisme, c'est qu'il retrouve finalement certaines formes de séparation qui étaient séparation du racisme du 19e, 20e siècle, disons. Et là, il y a quelque chose de très... voire même des formes de nationalisme romantique, à la limite. Et là, je crois que... Mais Finkielkraut l'avait bien vu il y a très longtemps, dans les années 80, quand il avait écrit la défaite de la pensée. Il a écrit, il y a des belles pages, je trouve, sur le retour de Herder et du Volksgeist, pardonne mon allemand, qui n'existe pas, mais enfin de cet esprit comme ça du peuple, dans ce qu'on appelait à l'époque plutôt francophonie postcoloniale, etc. Donc c'était déjà un petit peu là, il y a déjà quelque chose qui est déjà là. Et Alan, je vois que tu lèves une main jaune.
C'est très intéressant, Bruno. D'abord, je voudrais enchaîner sur quelque chose que vient de dire Régine. C'est vrai, nous, Américains, nous exportons le pire, bon, aussi le mieux, mais vous n'êtes pas obligés d'acheter. Hein? Donc, voilà. Donc, à moins que les colonisés n'aient aucune initiative, aucune agency, comme nous disons. Bon, bref, mais ça, pour enchaîner ce que Bruno, tu viens de dire, peut-être il y a aussi, pas uniquement du Herder, mais peut-être quelque chose de plus généreux, comme les idées d'Élie Faure par rapport à ces génies des peuples, etc. Et aussi pour, voilà, quelque chose qu'a dit Laetitia Petit, c'est, voilà, personne n'est à l'abri, c'est-à-dire, comme tu as dit, Bruno, les sciences dures sont pour le moment à l'abri aux États-Unis, mais bon, je dirais à l'abri ou peut-être à la traîne, parce que comme tu sais, on en a déjà parlé, il y a des initiatives pour decolonize STEM, c'est-à-dire décoloniser sciences, technologie, ingénierie et maths, voilà. Et donc, et comme nous en avons parlé aussi déjà, n'est-ce pas, la médecine est déjà sujet à cette décolonisation avec des tweets par l'école de médecine de Harvard concernant les personnes enceintes, etc. Voilà, donc c'est déjà là. Mais voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Alan. Je ne peux pas commenter sur Élie Faure parce que je ne suis pas assez savant là-dessus, mais oui, encore une fois, il faudrait qu'il y ait des scientifiques ici pour me dire hein, si ça a déjà plus ou moins pénétré dans les STEM. C'est possible, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je pense que c'est en train de phagocyter plutôt les humanités et les sciences sociales. Quand je dis... c'est déjà très fort dans les maths. C'est déjà très fort dans les maths, comme le montre James Lindsay, par exemple. Ouais. Dans les maths, c'est déjà là. Oui, oui c'est déjà là. D'accord. OK. D'autres questions? Les Français doivent être fatigués, parce qu'il est tard. Non, c'est juste que ça inspire énormément de choses, ce sujet. Donc, du coup, on est tous en train de fumer. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui. Non, parce que je pensais à cette question de la langue écrite, justement, parce que je pense que c'est quand même un des axes par lequel il faut essayer de travailler. Moi, je suis tout à fait novice hein, sur cette question à laquelle je n'ai pas encore réfléchi et qui est très brutale. Hein. Mais qui dit langue écrite, que ce soit la langue parlée verbale ou la langue musicale, hein, parce qu'elle a été écrite très longtemps et que c'est vrai que le XXe siècle nous apprend un peu à réfléchir cette écriture puisqu'elle remet en question la question de l'écriture, peut-être, je ne sais pas. Excusez-moi les musicologues, hein, je ne suis pas une musicologue, donc contrariez-moi. Mais il me semble quand même que la musique du XXe siècle réfléchit beaucoup sur cette écriture. Il y a plein de révolutions musicales au XXe siècle. Encore une fois, je pense sur le statut, justement. Ah, on ne t'entend plus, Laetitia. Oui, je disais, sur le premier repère symbolique, le premier repère symbolique de la note qui forme cette écriture. Et donc, je pense qu'il faut essayer de réfléchir à la musique du XX et XXIe siècle pour essayer de comprendre ce que nous dit finalement cette musique sur le statut de musique écrite qui était la musique tonale, ou qu'est la musique tonale. Elle n'a pas disparu, évidemment. Et on est complètement formaté. Et il faut accepter, je pense, de penser le format dans lequel on est. Parce qu'en effet, la musique a formaté quand même quelque chose dans notre oreille. Hein, il faut le penser. C'est-à-dire, on ne peut pas négliger ce déterminisme de l'écriture musicale. Hein, de la même façon que la langue, qu'elle soit française ou anglaise, formate certainement. Oui, alors, donc, en fait, Nicolas va beaucoup plus, évidemment, compétent sur cette question, mais je dirais que, alors Derrida, justement, ce serait intéressant parce que lui dirait que l'écriture est toujours déjà là.
Autrement dit, même si vous êtes dans du jazz, vous êtes déjà dans des formes d'écriture. Donc l'idée qu'il n'y aurait pas du tout d'écriture, c'est-à-dire de morceaux qui pourraient être éventuellement analysables ou qui pourraient éventuellement être cités, parce que le problème de la citation aussi, hein, chez Derrida, tout est question de citation. Si on est déjà dans la citation, si on peut déjà citer, c'est qu'on est déjà dans l'écriture, dirait-il. Donc voilà, il déconstruirait hein, ce genre, cette idée d'une sorte de musique qui serait totalement non écrite ou etc. Ah non, 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 c'est impossible de dire ça. Pas. Voilà. Non, ça n'existe pas. Non, voilà. non, 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 non. On ne peut pas empêcher un système symbolique d'exister dans toute. Je vois Nicolas et Léon, et peut-être d'autres, mais je vois Léon et Nicolas qui. Mais je ne suis pas le maître de cérémonie, donc je allez-y, allez-y. Moi, je cède. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Moi, je ne veux pas parler de la musique. Je ne suis pas musicologue et je ne m'y connais pas. Donc, je cède la parole à au professeur Meus, qui va peut-être traiter des questions plus pertinentes. Je voudrais dire très brièvement quelque chose sur la notation. Je me suis beaucoup occupé de la notation, mais j'ai aussi distingué ce que j'appellerais les musiques de notes, des musiques qui ne sont pas des musiques de notes. Et toutes les musiques extra-européennes sont, à mon sens, des musiques de notes. On distingue une musique de notes dans le fait que les auteurs ont des noms. Et ça, c'est le cas, en tout cas, des musiques arabes, musiques chinoises. Enfin, les musiques que je connais un tout petit peu sont des musiques de notes. Et la musique européenne contemporaine a tenté de créer des musiques qui ne soient pas de notes. Musique électronique par exemple, et il faut bien dire que ça n'a pas très bien marché. Le jazz est une musique de notes. Le problème de l'écriture du jazz est par contre assez complexe. Je vois que il me semble que Laurent Cugny n'est pas là. Il m'avait dit qu'il essaierait peut-être d'assister à notre discussion. Laurent Cugny, qui est donc un musicien de jazz, professeur à la Sorbonne, et qui critique cet aspect de notation du jazz. Mais malgré tout, la plupart des musiques du monde sont au moins des musiques notables. C'est des musiques qu'on pourrait écrire. Et le jazz peut s'écrire. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, donc ça, je pense que Bruno Chawat l'a bien dit, il y a une perte considérable dans l'écriture. L'écriture n'est qu'une réduction. Mais enfin, c'est très important du point de vue sémiotique, une musique dont les éléments sont notables, c'est-à-dire dont ils sont nommés, dont les éléments sont nommés, est une musique qui peut former une sémiotique. Si les éléments ne sont pas notables, s'ils ne sont pas discrets, s'ils ne sont pas discrétisables, le problème est différent. Donc, bref, je pense que la plupart des musiques du monde sont notables. Le phénomène typiquement occidental, c'est d'avoir écrit et d'avoir complètement séparé l'acte de composition de l'acte de performance. C'est cette dualité-là qui caractérise, je pense, notre musique, c'est que, alors que les autres musiques sont à la fois composition et performance, la nôtre peut mettre des siècles de distance entre ces deux phases. Merci beaucoup, Nicolas. Et Léon, tu voulais... Oui, d'accord. J'ai un petit commentaire, une réaction. J'ai vu dans le chat quelqu'un se demander comment est-ce possible qu'il y a 900 signatures et que veut dire ces signatures, qu'est-ce que ça représente. Et moi, je n'ai pas vu la lettre, la pétition, mais il y a quelques semaines, j'ai assisté à une conférence par Anthony Croneman, qui est professeur de droit à Yale, et qui vient pour parler de son dernier livre qui s'appelle The Assault on American Excellence, que je ne sais pas si vous arrivez à voir le titre. Et je ne sais pas si ça existe en français ou si on a l'intention de le traduire en français, mais ça traite précisément ce problème il n'y a plus d'excellence, d'hiérarchie dans les domaines de la culture, et il plaide pour ce que Tocqueville appelait les îlots d'excellence pour lutter contre la tyrannie de la majorité.
Et en bref, j'ai assisté à sa conférence et on lui demandait, mais comment se fait-il qu'autant de professeurs, de chercheurs, de savants signent ou pire restent silencieux face à cette vague de fond, cette tsunami de politiquement correct. Et Anthony Croman a dit quelque chose de très inquiétant. Il a dit que c'est lié à l'apathie et à l'indifférence et le fait qu'on signe souvent, non pas parce qu'on croit à ce qu'on signe, mais parce qu'on veut qu'on se laisse la paix, qu'on se laisse en paix. Donc, il y a une manière... se laisse en paix. Donc, il y a c'est l'importance de la recherche. Je ne sais pas si c'est pareil en France ou pas, mais l'importance de la recherche fait que on ne veut pas se mêler de ces débats et il est plus facile de signer. Je ne dis pas que c'est lâche, c'est la lâcheté, mais il y a quelque chose dans la culture de la recherche aux États-Unis qui fait que ces 900 signatures ne représentent pas forcément le soutien de la cause exprimée dans la pétition. C'est peut-être plus grave ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a une apathie et une indifférence qui laisse, comment dit-on, répandre cette pensée. Donc, il y a quelqu'un voulait dire quelque chose? Non, ça m'est... Quel écrivain a dit pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles? Voilà. Et c'est aussi, Léon, si je peux me permettre, du virtue signaling à l'état pur. Voilà. Ça. Il faut traduire là pour les Français, là. Le virtue signaling pour montrer qu'on est du bon côté. Voilà, c'est très important de mettre en avant qu'on soit dans le politiquement correct. Voilà. Mais oui, c'est ça. Bien pensance. Mais pour répondre, oui, pardon. Allez-y. Non, pour répondre à Martine qui posait la question du nombre 900 par rapport à quoi, je ne crois pas que ce soit une question de chiffratique, là, Martine, parce que je rappelle toujours cette phrase de Freud que je mets en exergue dans pas mal de textes, qui disait « La civilisation est quelque chose d'imposé à une majorité récalcitrante par une minorité qui a compris comment s'approprier les moyens de coercition et de puissance. » En fait, ce n'est pas une question de nombre. C'est vraiment cette façon d'imposer à cette majorité, moi je dis silencieuse, taiseuse, une forme de force d'imposer effectivement des idées et surtout l'impossibilité de réagir, parce que je crois comme on disait tout à l'heure, qui c'est qui dit ça, la chanteuse lyrique qui disait mais c'est vrai que c'est consternant, on ne peut même pas réagir. Et je crois que c'est ça c'est que la majorité en fait n'a pas voix au chapitre, ne peut pas, puisqu'on ça nous assomme finalement. On est consterné par ce qu'on voit, enfin on est assommé par effectivement cette force de la minorité finalement qui nous. Donc je ne sais pas si c'est le nom, parce que dans les universités, quelqu'un me disait mais finalement on est voilà, combien ça représente. Il s'agirait de faire une cartographie des mouvements décoloniaux à l'université, parce qu'on se dit finalement, est-ce qu'ils sont si nombreux? Mais encore une fois, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de puissance, j'allais dire, et de force de persuasion aussi à cette majorité silencieuse qui finalement, pour être dans le politiquement correct, va signer, va approuver. Voilà, c'est quand même ça, je pense à l'écriture inclusive qui finalement est devenue un petit peu une norme dans les textes et dans les documents administratifs. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le nombre qui importe. Dans le cas américain, je pense qu'il y a quand même une histoire qui est bien particulière. C'est l'histoire de la ségrégation, de l'esclavage, Jim Crow, etc. Et je pense que c'est ce nouvel antiracisme, disons, appuie sur une certaine sensibilité extrêmement coupable, ou un sentiment de culpabilité très fort tout de même chez les Américains par rapport à cette histoire. Je ne crois pas que la France ait la même expérience. Vous allez me dire qu'il y a l'histoire du colonialisme, qui effectivement produit une sorte de ce que Pascal appellerait effectivement une tyrannie
de la culpabilité ou de la repentance, c'est possible. Mais je pense aussi qu'à chaque fois qu'une pétition de ce genre circule, il doit y avoir, peut-être même de manière tout à fait sincère, une sorte de réflexion, d'autoréflexion, se demandant est-ce que effectivement il n'y a pas là quelque chose de raciste? Est-ce que si je signe pas ça, c'est pas une manière pour moi de... Donc je pense qu'il y a une sorte il y a une véritable inquiétude, me semble-t-il, hein, chez les Américains. Alors bon, ça c'est disons la lecture généreuse, la lecture non généreuse, celle de Léon, c'est-à-dire l'apathie et l'indifférence. C'est possible. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. Moi, j'ai du mal à J'ai une mesurer. question. Oui, allez-y. Juste une petite question pour Bruno. J'ai lu à propos de cette histoire, ce scandale à l'Université de Texas, du Nord Texas. Tu as écrit quelque part, tu as parlé du fait que les jeunes d'origine surtout minoritaire, je crois, se plaignaient de ne pas avoir accès à la culture, la haute culture savante, etc. Et toi, tu as écrit quelque part un article en disant que, mais c'est ça la culture, c'est sortir de soi-même, aller vers quelque chose d'étranger, aller vers quelque chose qui n'est pas familier, etc. Je ne sais pas exactement où tu as publié ça, mais je l'ai lu. Et en fait, là, tu soulèves la question de la colonisation en tant que culture, ça veut dire le jeu étymologique entre les deux mots. Culture, nous sommes tous colonisés, comme tu as dit pendant ta conférence brillantissime aujourd'hui. Ma question, c'est, alors, si la culture est nécessairement une forme de se faire coloniser, et on a besoin tous pour acquérir cette culture, d'aller vers quelque chose d'étranger, quelque chose de peu familier, est-ce que ça veut dire que les universités, les étudiants majoritaires devraient être plus exposés aux cultures des minorités? C'est-à-dire, moi, j'ai plus l'accès à Shakespeare ou à Proust pour moi, même si le langage est peu familier, c'est quand même mon folklore, comme on dit. Et est-ce que selon ta logique, est-ce que les étudiants qui ressemblent à moi, est-ce qu'ils devraient être plus obligés à lire? Je pense que j'écrivais dans l'article auquel tu fais allusion, c'est un article de Quillette, me semble-t-il, et je pense que ce que je disais, c'est que ce qui compte, c'est sortir de soi, effectivement. Donc, si on est un jeune noir dans des quartiers urbains de Chicago, je trouve que c'est bien d'être exposé à culture européenne, à Platon, etc. Mais je pense que de même, et tu as raison, de même si on est de rural Kentucky, et n'est-ce pas, des Appalaches, c'est pas une mauvaise idée d'être exposé effectivement à la culture urbaine, éventuellement du hip-hop, etc. Donc je ne suis pas du tout hostile, loin de là, à l'entrée de popular culture dans l'université. Mais je pense que ce qui compte, c'est qu'il y ait un mouvement de sortie. Et ça me paraît absolument essentiel. Parce que c'est le travail que tu fais, toi, sur la laïcité, qui est un travail extrêmement important, c'est effectivement cette idée-là. C'est-à-dire que le laïc, l'idée laïque, c'est cette idée de s'abstraire et de pouvoir sortir de soi. Et on en revient un peu à ce que je disais au début et ce que Pascal disait à propos de l'enfermement. Dans la peau, dans l'identité, dans quelque chose. Je pense que l'enfermement, cet être rivé dont je parlais, c'est ça véritablement l'ennemi, à mon avis, de l'éducation. Éduquer, c'est faire sortir, et je crois vraiment que c'est conduire à l'extérieur, et je crois vraiment que cette sortie vers l'extérieur est absolument cruciale. Donc, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de bulles et de retour à des espèces de bulles avec les social media, avec les Instagram, tout ce que vous pouvez imaginer. Les gens sont de plus en plus tribaux et se renferment de plus en plus, paradoxalement, à une époque de mondialisation. Et moi, ce que je vois, c'est arriver ce même phénomène de culture, disons, du renfermement, du grand renfermement, comme dirait Foucault, c'est très différemment, mais à l'intérieur de l'université, là où précisément on devrait être dans l'ouvert. Mais ouais, pas un ouvert abstrait, pas un universel abstrait, un universel concret, mais dans un universel. Oui.
c'est très étonnant, effectivement, de voir donc, dans vos universités, je pense, je ne sais plus quelle université, où la remise des diplômes se faisait donc par communauté. Donc, on remettait, telle communauté avait sa remise de diplôme tel jour, une autre communauté. Oui, c'est quand même. vrai, Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, quoi? Bon, alors je ne sais pas, peut-être que ça c'est peut-être caricatural, enfin c'est peut-être un cas exceptionnel. Je crois que c'est à Columbia University, je crois que c'est arrivé effectivement. C'est ça, oui. Non, non, ça arrive dans notre petite fac au Texas. Donc ça arrive aussi dans le Texas. Mais par exemple, ce qui me paraît vraiment très, très, très grave, c'est qu'il y a par exemple des ateliers de formation, entre guillemets, antiracistes ou anti-préjugés, par exemple, sur beaucoup de campus aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, là, parce que je le sais avec certitude, c'est que dans ces ateliers, on sépare effectivement les gens entre blancs, noirs ou autres. Et là, il y a quelque chose que je trouve extrêmement inquiétant, effectivement. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est au nom de l'antiracisme, oui, que le but est peut-être extrêmement généreux et merveilleux et utopique et humaniste. Mais il est tellement mais les procédés sont tellement anti-universalistes et effectivement anti-humanistes que ça m'inquiète énormément. Une forme de ségrégation positive, je ne sais pas comment dire ça. Oui, voilà, en disant. Donc, et là, il y a quelque chose qui. Voilà. Et je pense que l'éducation, c'est quand même être du côté de. Voilà, c'est généraliser, c'est ce que disait Philip Roth, hein, généraliser la souffrance, vous avez le communisme, particulariser la souffrance, vous avez la littérature. Et moi, j'enseigne la littérature, et nous, on a quelques profs de littérature ici, et ce qu'on veut, nous, c'est effectivement particulariser le plus possible, ce qui ne veut pas dire, mais c'est à partir de ce particulier qu'on peut atteindre l'universel. Et ça, je crois que cette dialectique est absolument fondamentale. Et c'est ce qui est en train de s'effondrer, à mon sens, sur les campus. Et est-ce que vous, Bruno, vous êtes confronté à ça dans vos cours? Est-ce que vous avez déjà eu des contestations? Non, alors la salle de classe est toujours un peu privilégiée, je trouve. Et ça, Léon en parlera beaucoup mieux que moi parce qu'il travaille précisément sur la salle de classe, presque au niveau physique, mais aussi au niveau métaphysique. Et effectivement, la salle de classe est encore peut-être un endroit, avec le Zoom, c'est différent malheureusement. Cette année était atroce de ce point de vue. Mais je pense que la salle de classe est encore un lieu privilégié de conversation possible et de sortie de soi possible. Je ne dis pas que c'est facile, je ne suis pas sûr que ça durera. Parce que le problème, ce n'est pas les élèves, le problème, ce n'est même pas les profs, le problème, c'est la bureaucratie. Et ce que j'appelle la bureaucratie de la vertu aujourd'hui. Autrement dit, des gens qui effectivement sont là et engagés comme consultants pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Donc on a une sorte de moralisation bureaucratique, si vous voulez. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, plus que tout. Alors que dans la classe, il est encore possible, j'espère en tout cas, de développer une sorte de ce qu'on pourrait appeler avec Peter Sloterdijk, une sorte de sincérité à proprement parler. Chez nous, ça s'appelle l'écriture inclusive. Quoi donc? Ben, effectivement, c'est un peu politiquement correct. En tout cas, chacun essaye de mettre des points médians un peu partout pour dire qu'on n'est pas sexiste, on est féministe, etc. Donc, même des gens qui n'y comprennent absolument rien, qui ne savent pas où mettre les points. D'ailleurs, ça, c'est quand même assez comique quand les gens ne savent pas où mettre les points. Mais enfin, bon, chez nous, ça passe par l'écriture inclusive. C'est ce que je constate à l'université. Vous n'avez pas, vous, d'écriture inclusive en anglais, Alan? Non, si vous posez la question, c'est que il n'y en a pas. Alan, on ne t'entend pas. Non, mais enfin, je disais rien. Avec le she, he, il n'y a pas de… Comment vous faites avec ça? Les pronoms… Ça fait depuis très longtemps, on essaie d'éviter le he, le pronom masculin, donc on utilise le she. Mais le she, c'est intéressant parce que she, c'est quand même universel dans le sens où ça représente qui que ce soit. Donc, c'est aussi neutre que le he, en quelque sorte. Ce n'est pas exactement la même chose que l'écriture inclusive. Mais on vient de me demander d'écrire un pré-rapport pour une thèse à Paris 8. Et la thèse était écrite en écriture inclusive. Je trouvais ça très gênant, mais on s'habitue. Mais ce que j'ai constaté dans les mails entre les professeurs, le comité, personne ne le pratiquait dans le mail. C'est presque comme si
on le faisait comme une formalité, mais personne ne le pratiquait. Et ce sont des gens qui font les études du genre. Donc, les gens qui ont fait sont en quelque sorte l'inspiration, je pense, de cette mouvance écriture inclusive. Mais dans le mail, D'accord. on retombe sur l'écriture normale, je dirais. J'ai appris que les évangiles ont été traduits en écriture inclusive, paraît-il. Première version en écriture inclusive. Bon. Au commencement était quoi là? J'ose pas imaginer. Commencement Éric, déjà. je crois qu'Éric voudrait. Éric Marty est avec nous aussi. Oui, Allez-y, oui. Éric. Bruno, oui, merci beaucoup pour ton exposé qui était formidable. Mais alors, une chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, c'est l'Europe qui est la cible. Enfin, dans tout ton discours, en tout cas, c'est l'Europe qui est la cible de ce discours. Or, malgré tout, de ce fait-là, est-ce qu'on peut ne pas élargir ce phénomène, disons, d'européophobie à un phénomène américain, très probablement américain, c'est-à-dire la revue de l'Europe, qui est intermittent, qui ne définit pas évidemment les États-Unis de manière globale, mais qui est quand même un symptôme intermittent dans la civilisation américaine, d'un rejet de l'Europe comme quelque chose dont il faut se détacher. Et est-ce que de cette manière, il ne faudrait pas penser aussi, pas seulement, mais aussi ce phénomène donc par rapport à l'Europe dans une perspective vraiment américaine et du problème que pose l'Europe aux États-Unis, en quoi l'Europe est un problème récurrent pour, je dirais, la spiritualité ou la civilisation américaine. Oui, c'est certainement un point aveugle de ce que je dis. Tu as absolument raison. Je crois effectivement que la cible c'est l'Europe et qu'on pourrait refaire une lecture de toute cette affaire dans ces termes-là. C'est-à-dire comme une sorte du fameux miroir de l'anti-américanisme, disons, européen ou anti-américanisme français, comme Philippe Roger l'avait développé. Je pense qu'il existe aussi une anti-européisme américain, une manière d'essayer de se détacher de ce monde ancien. Et là, ce serait extrêmement intéressant aussi, effectivement, de faire entrer cette pièce dans le puzzle. Parce que je ne crois pas, mais je peux me tromper, que la musique américaine comme telle soit vraiment particulièrement ciblée par Hewell et autres. Je peux me tromper, hein. Mais voilà, il semble effectivement que ce qui est ciblé, c'est la grande tradition européenne. Donc de ce point de vue, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. On va peut-être prendre une dernière question. Ou une réaction, une remarque? Il y avait une chanteuse lyrique qui nous a écrit. Je ne sais pas si elle est là. Ce serait intéressant d'entendre les artistes aussi. Non, pas d'autres. Oui, je suis là. Oui, vous êtes là, allez-y. Oui. Bonjour. Ça me rend très triste tout ça. Oui. Oui, c'est très... Vous avez vous-même été confronté à de la cancel culture? Non, pas sur le plan musical. Surtout, de toute façon, en ce moment, la musique, elle est un petit peu muette. Elle est cancellée de toute façon. Elle est cancellée de fait. Non, mais c'est vrai que si on peut juger les livrets d'opéra, ça fait partie de la littérature, hein. C'est un domaine très particulier de la musique. Ça a des mots. Et bon, quand je regarde par exemple le personnage d'Osmine dans l'enlèvement, il y a quand même des choses un peu. Oui. Il y a même voilà. Bon, il y a des choses à dire sur mais enfin, quand même, le traitement de la voix dans le lyrique, c'est vraiment occidental, mais mais ça reste quand même quelque chose d'absolument magnifique.
Ouais. Occidentale, sauf qu'il y a de plus en plus, depuis longtemps maintenant, un courant de beaucoup d'étudiants, surtout aux États-Unis, mais partout, je crois, asiatiques, par exemple, qui adorent, comme vous devez le savoir mieux que Oui, moi, les Coréens sont très forts. Oui, oui. la musique classique, qui sont extrêmement, enfin la musique, donc, je sais pas, européenne, justement, qui sont extrêmement sensibles. Je sais que sur nos campus, il y a beaucoup d'étudiants asiatiques qui sont dans les programmes de musique, comme en performance, par exemple. Donc, il y a quand même justement cet appel universel dont j'essayais de parler dans la musique, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Il y avait une très belle émission de Bach, sur Bach. Vous savez, le dimanche, il y a une émission sur Bach sur France Culture, très belle émission, sur les appropriations culturelles, entre guillemets, de Bach par l'Afrique. Alors là, pour le coup, c'était des compositeurs, des musiciens africains qui travaillaient à partir de Bach. C'était absolument fascinant. Et c'est ça, ce dont parlait Régine, cette espèce de créolisation qui semble être précisément menacée par ce nouvelle forme d'apartheid au nom de l'anti-apartheid. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Oui, de même les emprunts, par exemple, de certains musiciens américains, justement au jazz, des musiciens classiques bon, oui. Enfin bon, c'est un peu attristant tout ça. Bon, on va quand même rester sur une note un peu plus optimiste. Qui veut donner le mot ou la note de fin? Enfin, on se retrouvera sûrement, mais est-ce que quelqu'un a envie de donner... Je veux juste dire une dernière chose optimiste. Oui. Il y a aux États-Unis une réaction pour dénoncer cette fraude. Bruno Chawat fait partie de cette réaction, et réaction dans le bon sens du terme, hein, réaction progressiste, si vous voulez, en disant, pour dire qu'il y a assez fréquemment de nouvelles publications qui disent assez, basta, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, je ne veux pas laisser... je ne veux pas que tout le monde pense que c'est déjà perdu. C'est pas une déferlante qui va nous emporter tous. Moi, je pense que la raison l'emportera. Bon, mais écoutez, on va en faire un adage. La raison l'emportera. Bon, merci continuons beaucoup. Alors, continuons. Merci, merci à tous, merci infiniment. Et dites-moi, Céline, vous avez enregistré? Oui, tout à fait. Donc, finalement, j'aurais peut-être même le chat éventuellement. Vous aurez tout. Ah, super, merci. Vous aurez tout. Merci beaucoup. Merci. Vous nous enverrez vos textes. Bravo, bravo Bruno. Bravo à tous aussi. Merci pour toutes vos interventions. Et puis à très bientôt. Salut. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.